Bonjour à tous. Donc, dans les séances précédentes, nous avons établi le diagnostic de la deuxième crise historique de l'égalité. En même temps que nous avons établi ce diagnostic, j'ai souligné la contradiction qui entourait l'idée de singularité. La singularité est à la fois un élément d'émancipation, mais la singularité peut également se retourner contre elle-même quand elle devient un facteur de production. La question qui est posée est la suivante. Comment penser l'égalité dans un monde de singularité ? Pour poser cette question, il me semble d'abord nécessaire d'apporter un certain nombre de précisions sémantiques. On confond trop souvent trois termes, celui d'individuation, celui d'individualisation et celui de singularisation. Je crois qu'il est très important de bien distinguer ces trois notions pour clarifier comment se pose la question de la singularité. Comme vous le savez, le terme d'individuation appartient surtout au langage de la psychologie et au langage de la pédagogie. On appelle individuation le processus par lequel un enfant incomplet à sa naissance, si je puis dire, devient un véritable individu. Donc c'est la production à travers tout un ensemble de mécanismes d'apprentissage, mais également la production à travers l'évolution biologique de l'enfant en individu. On peut dire de cette façon-là que l'individuation se définit sur un mode à la fois anthropologique et psychologique comme un processus de constitution de l'individu. Et qu'au centre de ce processus de constitution, il y a notamment la distinction qui se fait progressivement du soi et du non-soi. Se concevoir comme soi est inséparable de ce processus d'individuation. On peut noter une chose très importante, c'est que l'expression d'individuation a existé bien avant le mot individualisme. Comme vous le savez, le mot individualisme, je crois l'avoir mentionné dans un des cours, apparaît au début du XIXe siècle en opposition, ou pour décrire les transformations de la société post-révolutionnaire, alors que le terme d'individuation appartient à une langue beaucoup plus ancienne, il appartient à la langue scolastique. Le terme latin individuatio signifie très précisément le fait de devenir un individu, d'être doté d'une existence singulière. Ce qu'on peut appeler l'individualisation est tout à fait différent. On peut appeler individualisation le processus qui est à la fois juridique, politique et sociologique de recomposition de l'ordre social à partir de l'individu. Il est donc défini par la constitution de l'individu en sujet de droit, la constitution de l'individu en sujet politique comme base de la souveraineté, et la constitution de l'individu en sujet économique. Donc c'est ce triple mouvement de constitution de l'individu en sujet politique, en sujet juridique, sujet juridique, c'est-à-dire celui qui est porteur des droits, en sujet politique, c'est-à-dire celui qui est part de la souveraineté, suffrage universel, et en processus économique, la constitution de l'agent économique indépendant d'une économie qui est désencastrée du social. Donc on peut dire de cette façon-là que l'individualisation est un processus qui commence à se mettre en place à partir du moment où il y a la constitution, à travers l'idée de droit naturel, de la constitution du sujet juridique indépendant, et qu'on passe d'un droit des communautés à un droit de l'individu. Et puis après, il y aura successivement ces différentes phases de l'individualisation. La singularisation est autre chose. La singularisation peut se définir comme le processus psychologique et sociologique de construction relative de soi par rapport aux autres. Alors que l'individualisation
C'est la constitution, je dirais, dans l'absolu, du sujet juridique, du sujet politique et du sujet économique. La singularisation, c'est la construction relative de soi par rapport aux autres. Donc, elle obéit, ce processus de singularisation, à un principe de distinction. Un principe de distinction qui est toujours relationnel. Je suis toujours singulier et distinct par rapport à autrui, alors que je suis individualisé par rapport à des institutions, par rapport à l'État, par exemple, ou par rapport à la sphère politique. Donc c'est là un processus de distinction et de séparation qui doit être compris par rapport aux formes du lien social. Donc la question est la suivante, cette précision étant faite, comment déterminer les conditions d'articulation de ce fait d'une société de la singularité et du réquisite d'égalité? On peut d'ailleurs souligner une chose, c'est que le terme même de singularité a fait une entrée, je dirais, en sociologie remarquée depuis une dizaine d'années sans avoir été véritablement précisé. Comment être égaux et singuliers? Il y a 3 modèles historiques de référence qui ont été utilisés pour penser ce rapport entre la singularité et l'égalité. C'est le rapport d'amitié, le rapport d'humanité et le rapport de communauté des solitaires. J'insiste là sur le mot solitaire. L'amitié d'abord. L'amitié, là je fais référence à ce qui est le premier traité sur l'amitié, si je puis dire, c'est les livres 8 à 9 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Et pourquoi faut-il se référer à ce texte-là? Parce que ce texte s'insère justement dans une réflexion sur la justice et part du fait que lorsque des gens sont amis, ils n'ont pas besoin de justice. Ils n'ont pas besoin de justice parce que ce qu'ils mettent en commun est en quelque sorte un correcteur de la distribution ou un économiseur des questions de la distribution. L'amitié, c'est un sentiment qui est lié à 2 choses. Il est lié d'abord à l'épreuve d'une similarité forte, une similarité qui peut être élective. Mais le fait de reconnaître ou de constituer, de construire un lien d'amitié repose sur le sentiment d'une similarité. Similarité qui n'est pas imposée, mais une similarité qui est choisie, qui est élective. Et d'autre part, l'amitié repose essentiellement sur une idée de l'égalité, mais une égalité qui n'est pas arithmétique. Cette égalité n'est pas arithmétique et se traduit par le fait que lorsqu'il y a un rapport d'amis, il peut être lié à une certaine inégalité économique. Mais dit Aristote, à ce moment-là, il faut que dans le rapport d'amitié, il y ait une modalité ou une force du sentiment commun qui compense en quelque sorte cette inégalité économique. Et il dit, il faut que le meilleur soit aimé plus qu'il n'aime. Il faut d'une certaine façon qu'il y ait une compensation affective, je dirais, du déséquilibre économique qui peut exister. Donc l'amitié repose sur une économie très particulière de la similarité et de la différence. Elle les assemble sur le mode d'une élection, mais sur un mode très particulier. Et que de cette façon-là, elle est essentiellement liée également à la confiance, au fait de pouvoir, l'amitié est liée à la confiance, c'est-à-dire qu'on est sûr de pouvoir compter sur le comportement à venir de celui qui est ami. La définition la plus simple de la confiance, qui se définit comme une hypothèse sur un comportement futur, évidemment, trouve dans le rapport d'amitié sa manifestation la plus forte. Donc c'est un rapport de confiance, un rapport de similarité élective et un rapport dans lequel une économie très particulière, justement, de la singularité et de l'égalité. Je souligne à ce propos un texte, je vous renvoie à un texte récent qui me paraît extrêmement original, qui est un texte de Martha Nussbaum où elle commence les notes de Figaro de Mozart.
pour montrer, et elle l'oppose à l'univers de Rousseau, pour montrer comment dans l'univers de Rousseau, l'égalité est toujours pensée sur le mode de l'homogénéité. Et Martha Nussbaum montre qu'à la fin des Noces de Figaro, au contraire, on a un sentiment de l'égalité qui est absolument lié à une forme d'échange qui est en quelque sorte à la fois fort et léger, qui est lié à la plaisanterie, qui est lié à la différence. Et donc il y a là cette modalité exemplaire de la compensation des différences de situation par les formes de l'affect. Cette question de l'amitié comme forme politique, elle a fait récemment l'objet d'un des derniers livres de Jacques Derrida, vous le savez, c'est Politique de l'amitié. Dans ce livre, Les politiques de l'amitié, il essayait de trouver la voie de ce qu'il appelait, je le cite, une démocratie à venir non encore donnée, non pensée, voire réprimée ou refoulée, dans lequel une courbure dissymétrique, enfin c'est son langage, une courbure dissymétrique et une hétérogénéité infinie seraient possibles et même exigées. Cette vision d'une altérité radicale qui ne soit pas liée à une différence hiérarchique ou économique est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental, que l'on retrouve aussi à la racine des réflexions d'un Pierre Leroux sur la fraternité. Mais la différence de la fraternité, c'est que l'économie de la fraternité est une économie qui n'est pas élective de la même façon que celle de l'amitié. Le deuxième rapport qui noue la singularité et l'égalité est le rapport d'humanité. Le fait de se reconnaître membre d'une même humanité. On peut dire que dans ce cas, ce qui caractérise le lien d'humanité, c'est que la différence y est maximale, puisque l'humanité est extraordinairement différente, et toutes les singularités y sont manifestées, mais qu'en même temps, l'égalité, le sentiment d'égalité y est très faible. Et donc voisine une différenciation maximale, si je puis dire, avec une définition minimale de l'égalité. Car quelle est la définition de l'égal et du semblable dans le cadre de l'humanité? C'est tout simplement et strictement celui qui appartient à la même espèce. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui fait obstacle à l'appartenance à la même espèce? Eh bien, c'est trois expériences limites de l'humanité. C'est l'expérience de la mort de faim, c'est l'expérience de l'extermination et c'est l'expérience de l'humiliation. Donc le sentiment d'humanité va traduire l'égalité par le devoir de lutter contre la mort de faim sur la Terre, l'extermination de populations particulières et les formes de l'humiliation. Et les institutions, que ce soit les institutions publiques ou les institutions privées comme les ONG, qui sont les acteurs, si je puis dire, de ce sentiment actif d'humanité, gèrent ce rapport de la singularité et de l'égalité sur ce mode-là, en n'oubliant jamais la différence considérable qu'il y a entre ce qu'on peut appeler une solidarité de citoyenneté et une citoyenneté d'humanité. Une citoyenneté d'humanité se définit en termes quantitatifs très simplement par le montant des sommes qui sont allouées par les nations pour la faire vivre. Et les sommes allouées par les nations pour faire vivre la solidarité d'humanité, c'est à peu près 1% du produit national brut mondial. Alors que les sommes allouées pour faire vivre la solidarité dans les États-nations industriels démocratiques modernes, c'est plus ou moins 50% du PNB. Donc cette différence quantitative n'est évidemment pas le seul critère qui permet de dissocier les deux, mais c'est un critère qui est fondamental. La troisième forme de liaison entre l'égalité et la singularité, c'est la solitude. C'est un thème qui traverse toute l'œuvre de Rousseau. L'essai sur l'inégalité de Rousseau se caractérise, est une grande méditation sur la différence et comment la différence se transforme toujours en inégalité. Mais en même temps, et ça c'est un des grands thèmes de l'Émile, en même temps, il y a une façon de supprimer la différence qui mène, si je puis dire, à une catastrophe aussi grande que l'inégalité. C'est l'indistinction.
Et l'indistinction, c'est le fait que dans l'état de nature, les hommes et les femmes peuvent être si peu différents qu'ils s'appartiennent tous les uns les autres, qu'ils, d'une certaine façon, ne sont plus identifiables par une histoire particulière, qu'ils sont des individus parfaitement substituables. Il y a une forme, dans ce cas, on peut dire, d'indistinction dans les besoins. Hommes et femmes peuvent se rencontrer, se quitter. La parole qui fait les différences est un interprète inutile. De même, dit Rousseau, les enfants peuvent être à toutes les femmes dans l'état naturel. Toutes les femmes, dit-il, conviennent à tous les hommes parce que les uns et les autres n'ont encore que la forme primitive et commune. Donc, la distinction est un piège, mais l'indistinction est un problème aussi. Donc, comment penser sortir de cette contradiction entre la menace de l'indistinction et le piège de la distinction? Eh bien, Rousseau a une solution. Enfin, une solution à la fois qui procède de son expérience et qu'il indique en permanence, c'est l'idée de la solitude. Car des personnages solitaires, ils sont à la fois infiniment singuliers et ils ont la possibilité d'être totalement égaux. Et si on regarde toute une littérature, c'est très frappant dans, je pense, la littérature américaine des années 1830-1840, quand vous regardez Thoreau, quand vous regardez Emerson, il y a vraiment cette idée aussi, qu'une forme d'égalité est liée à la solitude. Il y a dans ces murs une personne qui a fait cours, sa dernière année de cours qui était sur le sujet, c'était Roland Barthes. Roland Barthes a fait sa dernière année de cours sur le thème « Comment vivre ensemble ». Et pour illustrer en quelque sorte cet objectif, il raconte qu'il avait été frappé par la lecture du livre de Lacarrière, L'été grec. Parce que dans le livre de Lacarrière, L'été grec, il y a un moment où Lacarrière parle des monastères grecs dans lesquels il y a une vie commune, mais qui est liée au fait de la solitude absolue des moines, un peu équivalent des trappistes, si l'on veut. Et il donnait un nom à cette forme du rapport entre la communauté radicale, si je puis dire, et la solitude radicale. C'est l'idiorhythmie. De idios, ce qui est propre, et le rythme qui est propre. C'est-à-dire qu'une communauté qui est à la fois la communauté radicale, mais au rythme radicalement différencié aussi. Et Roland Barthes commentait cette idée d'idiorhythmie en disant que le monde moderne appelait, je le cite, la mise en commun des distances. Ce qu'il appelait, d'un mot qu'il n'a pas explicité, mais l'utopie d'un socialisme des distances. Et donc cette idée, il dit mon fantasme, l'idiorhythmie, est quelque chose qui correspond à une dimension, me semble-t-il, très, très profonde. C'est que l'idée de la solitude, à côté du rapport d'amitié et du rapport d'humanité, est une forme, non pas de solution, mais je dirais est un des grands modèles que l'on peut dessiner de résolution de cette contradiction. Avec ces trois modèles en tête, comment penser, je dirais, dans les conditions de l'interaction sociale ordinaire, ce rapport de la singularité, qui est structurellement productrice de distinction et donc d'hétérogénéité aussi, avec un monde de l'égalité, dans la mesure où toujours les distinctions menacent de se transformer en inégalité, ou que l'expérience sociale historique montre que les distinctions se transforment toujours en forme d'inégalité. Cette vision de la singularité oblige d'abord, me semble-t-il, à définir une mise à distance de l'idée d'une égalité abstraite. Parce que l'égalité abstraite, c'est justement ce qui fonde une égalité, mais sur le fait que l'on ne reconnaît pas la particularisation. L'égalité abstraite, c'est le refus de la particularisation.
Et s'il y a particularisation, eh bien, il peut y avoir l'égalité qui est menacée. C'est pour ça que le sentiment d'égalité abstraite est extrêmement important. L'égalité abstraite est quelque chose de très important parce qu'elle est une réponse, en quelque sorte, à la menace de la particularisation. Je signale que cette réflexion sur les rapports de la particularisation à l'inégalité sont au cœur de la théorie de l'institution qui est développée par Hegel dans ses principes de la philosophie du droit. Dans les principes de la philosophie du droit, il montre que toutes les formes d'institution tendent à aller, je le cite, à l'encontre de la conscience abstraite de l'égalité. Parce que toute institution, tout établissement, toute formulation, toute formalisation, toute concrétisation, pourrait-on dire, de ce sentiment abstrait de l'égalité va se traduire inévitablement par des places, par des rôles, par des fonctions, bref, par une particularisation, et donc, dit Hegel, une forme d'inégalité. Donc, il faut penser cette question de la singularisation à l'écart d'une vision et d'une théorie de l'égalité abstraite. Il faut également, deuxièmement, la penser à l'écart d'une définition de l'égalité comme qualité sociale, comme qualité de la totalité. Nous avons vu que combien ont été nombreuses dans l'histoire les tentatives de donner une définition que l'on peut dire substantialiste de l'égalité. Définition substantialiste de l'égalité qui, dans bien des cas, s'est liée à une définition de l'identité, et donc de l'égalité comme identité. Et j'ai montré comment cette définition d'égalité comme identité avait été au centre de tout un ensemble de pathologies, justement, du sentiment égalitaire. Car le propre de l'être singulier, c'est justement qu'il ne peut pas être défini comme la partie d'une totalité. Il est toujours défini à partir d'une relation aux autres, à partir d'une forme de confrontation. En ce sens, la singularité ne peut faire exister l'égalité que comme une égalité des libertés. Et je reprends là une formule célèbre de la Révolution française. Il y a donc ces deux contraintes de mise à distance d'une idée abstraite et de mise à distance d'une idée substantialiste de l'égalité. Mais il faut également prendre en compte, me semble-t-il, les nouvelles conditions économiques et anthropologiques dans le monde contemporain de la singularité. Conditions économiques d'abord. Conditions économiques d'abord, c'est-à-dire que nous nous posons la question de la singularité dans un monde dans lequel les inégalités ont changé de nature. Les économistes définissent ce changement en opposant l'idée d'inégalité catégorielle à celle d'inégalité intracatégorielle. La question de l'inégalité, ce n'est pas simplement celle de la distinction, pour faire vite, des catégories et des professions, mais c'est également le mouvement de dispersion croissante des situations à l'intérieur de chaque profession. Et lorsque la semaine prochaine nous recevrons François Bourguignon développera toute une théorie de la mondialisation de l'inégalité à partir de cette idée et de ce modèle fondamental. Et le développement de ce que j'avais appelé dans un livre avec Jean-Paul Fitoussi les nouvelles inégalités pose des questions d'acceptation sociale très particulières, parce qu'on peut dire que ces nouvelles formes d'inégalité sont à la fois mieux et moins bien socialement acceptées. Elles peuvent être mieux acceptées parce qu'elles montrent qu'à l'intérieur même d'une même condition, il y a une différenciation possible des conditions, des situations matérielles, donc on n'est pas enfermé seulement dans la situation liée à sa condition, si je puis dire, mais en même temps, elle peut être moins bien acceptée parce qu'elles peuvent contribuer à perturber en profondeur la représentation que l'on peut avoir de soi, c'est-à-dire en faisant que sa situation n'est pas simplement déterminée par des variables, disons, économiques objectives ou des variables de situation objective, mais également déterminée
par des formes de variables de comportement ou par des variables je dirais, de personnalisation des conditions de la réussite. Donc, ces nouvelles formes d'inégalité posent la question d'inégalités qui ne sont pas simplement considérées comme un fait social, mais comme des distinctions individuelles. C'est ça qui est absolument fondamental comme idée. Et que cela entraîne un nouveau rapport à l'inégalité, où elles sont à la fois critiquées et intériorisées. Il y a à la fois une forme de critique et une forme nouvelle de légitimation implicite de justification diffuse. C'est en fonction de ce contexte que s'est mis en place dans l'ensemble de nos sociétés depuis un peu moins d'une trentaine d'années la recherche d'une réflexion sur les conditions d'une nouvelle vision de l'égalité et de la justice, qui se traduit au premier chef par le fait que l'on essaie de formuler les normes d'une justice distributrice et non plus d'une justice redistributrice. C'est une distinction fondamentale. L'État-providence, il est essentiellement une machine à produire, pour employer l'expression de Fouillé que j'avais citée, de la justice réparatrice, de la justice compensatrice. Et la clé pour cela, c'est l'idée et les procédures de la redistribution. Et la redistribution pose une question, c'est qu'elle essaie de remédier aux écarts qui s'interprètent en termes de niveau de vie et de pouvoir d'achat. Et donc, elle pose la question des situations absolues, alors que la justice distributive va poser la question de la justice des positions relatives, et non pas de la justification, je dirais, des états absolus de bien-être. Il y a trois façons principales, ou trois façons jugées de façon extrêmement générale acceptable, de penser le lien entre égalité et différence dans ce contexte. Trois modes de rapport à soi et aux autres qui sont, disons-le aussi, trois formes de croyance. Premièrement, il y a ces trois formes, c'est le mérite, le hasard et la responsabilité. Le hasard est considéré comme foncièrement égalisateur. C'est l'idée du tirage au sort. Et le hasard permet en quelque sorte, une fonction psychologique aussi. C'est que le hasard permet d'attribuer à la malchance une position défavorable. Donc, la croyance dans le hasard et la croyance sociale dans le rôle du hasard peut être un élément de constitution d'estime de soi, puisqu'il permet de légitimer ou d'expliquer des formes de position inférieures ou difficiles dans lesquelles on se trouve. C'est la même chose pour le mérite. Le mérite, il est d'un certain point de vue insaisissable. Le premier à avoir théorisé l'incertitude du mérite, c'est Hume, dans son enquête sur les principes de la morale. Mais en même temps, Hume expliquait très bien que ce qui rendait difficile de définir le mérite, c'est que le mérite était à la fois difficile à appréhender parce qu'il mêlait essentiellement ce qui est de l'ordre du talent et de la vertu, pour faire vite. Et si le succès de l'idée de mérite, c'est aussi pour ça, parce qu'elle mêle le talent et la vertu. Mais surtout, disait-il, parce qu'il implique le sentiment de vanité personnelle de chaque individu. Il implique l'orgueil de soi qu'il y a en chaque individu. Et donc, c'est le mélange de ces éléments, je dirais, d'incertitude de la définition sur ce qui constitue le mérite et de la fonction psychologique du mérite qui crée sa difficulté. Et il n'y a pas de théorie de la justice qui ne commence par un commentaire sur les limites et les problèmes de la notion de mérite. C'est dans sa théorie de la justice récemment publiée que Sen commence en disant « La principale caractéristique du mérite, c'est son obscurité ». Et il y a bien sûr des définitions autres qui ont été données. Je pense notamment
à la définition classique de Jung dans son livre Méritocratie, dans lequel il dit le mérite, c'est le quotient intellectuel plus l'effort. Donc c'est à la fois ce qui est de l'ordre de l'héritage et ce qui est de l'ordre de la volonté. Et c'est évidemment ce qui fait son ambiguïté et sa difficulté de définition conceptuelle, c'est qu'on veut lui faire prendre en compte ces deux dimensions. Mais il y a une chose essentielle à reconnaître dans l'idée de mérite, c'est que si le mérite est difficile à décrire positivement, il est facile à décrire négativement. Car le mérite, c'est ce qui s'oppose à la fois au hasard et à la grâce. Si vous reprenez les débats théologiques du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, c'était le grand débat entre théologiens catholiques et théologiens protestants. C'était le rapport, justement, du mérite à la grâce. Qu'est-ce qui est de l'ordre du mérite, qu'est-ce qui est de l'ordre de la grâce? Donc, on peut dire qu'on peut appeler mérite tout ce qui est un facteur de production des situations qui ne repose ni sur le hasard ni sur la grâce. Donc, c'est un facteur de production des situations que l'on appréhendera de cette façon-là, essentiellement de façon négative. Beaucoup de théoriciens, notamment de spécialistes de la méritocratie scolaire, je pense au travail de Marie Durubella, ont insisté sur cette dimension psychologique du mérite. Le mérite comme un élément de constitution de soi, en même temps qu'une croyance fonctionnellement nécessaire. Et donc, dans une société qui ne croit plus au hasard, ou pas simplement au hasard, ou qui ne croit plus au destin, eh bien, le mérite a cette fonction de constituer une croyance, mettant en place un confort psychologique pour l'individu et une forme de justification ou tentative de justification des institutions et de l'écart des institutions dans la société. Donc le hasard, le mérite, mais également, troisième facteur, la responsabilité. Et on voit bien le retour à l'idée de responsabilité qu'il y a dans la société contemporaine. Ce retour de l'idée de responsabilité a plusieurs causes. La première cause peut être d'ordre technique. C'est le déclin, au moins partiel, j'en ai parlé la dernière fois, d'une vision objectivée des risques et des situations. Donc, il y a une désocialisation de la responsabilité. C'est tout simplement pourquoi il y a un retour de la responsabilité, à l'inverse de tout ce qu'avait été le mouvement juridique de la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, une chose qui est très frappante, il y a une énorme littérature théorique actuellement en philosophie morale sur la responsabilité. Pas tellement en France, mais elle est énorme aux États-Unis. Si vous regardez une grande revue comme Ethics, par exemple, dans les recensions d'ouvrages, vous avez presque dans chaque livraison des nouveaux ouvrages qui paraissent sur la question de la responsabilité. Et il y en a aussi beaucoup dans les livres qui paraissent. Et sans que les personnes qui écrivent ces papiers s'en rendent compte, mais en fait, il y a un retour à toute la réflexion historique du XIXe siècle, justement, sur les rapports entre l'action, en quelque sorte, et la volonté, qui est à l'œuvre dans cette littérature contemporaine. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Donc, il y a des causes techniques. Il y a aussi des causes que l'on pourrait dire politiques, c'est les besoins de réparation, les nécessités d'implication pénale pour trouver des formes d'indemnisation pour tout un ensemble de sinistres qui ne faisaient pas partie de ce qui était socialisation de la responsabilité. Donc, de ce point de vue-là, le besoin de réparation est lié aussi à la constitution et à l'organisation de la catégorie de victimes qui, liée à la mise en cause d'une responsabilité, permet d'obtenir une forme de réparation, une forme d'indemnisation. Donc il y a cette deuxième raison technique très importante dans le retour de la responsabilité. Mais il y a également, pourrait-on dire, une dimension morale et psychologique du retour de la responsabilité. C'est que la responsabilité, elle est constitutive, en quelque sorte, de l'estime de soi, de la constitution de son intégrité, de son rapport à l'action. C'est de montrer
le sentiment de responsabilité éprouve le fait que l'on a une capacité d'action, que l'on a une capacité de modification de son environnement, que l'on est en quelque sorte le maître de la situation, si je puis dire. Donc ces trois notions de mérite, de hasard et de responsabilité vont être de plus en plus convoquées pour essayer de définir une théorie des différences admissibles. Là, je ne fais que simplement, pour l'instant, énumérer des éléments qui vont être construits et intégrés dans des théories. Mais avant de présenter les formes de construction théorique qui correspondent à l'assemblage de ces différents éléments, je voudrais faire un bref détour par l'histoire et la théorie des jeux. Car il y a un auteur dont les écrits, me semble-t-il, éclairent puissamment toute cette réflexion contemporaine sur la responsabilité, le hasard et le mérite. Ce sont les travaux de Roger Caillois sur les jeux. Roger Caillois, dans son livre « Les jeux et les hommes », a montré comment le jeu n'était pas simplement de l'ordre du divertissement, mais comment le jeu était une forme sociale, pourrait-on dire. Et il décrivait très schématiquement 4 catégories de jeux. Il définissait d'abord l'agone, c'est-à-dire la compétition. Agone voulant dire le combat en grec. D'autre part, premier type de jeu. Deuxième type de jeu, l'aléa. Aléa, ça veut dire le jeu de dés en latin. Donc c'est un jeu qui repose non plus sur la compétition, mais qui repose sur la chance. Et puis, 2 autres types de jeux, disait-il. Alors, le jeu qui est typique de l'agone, c'est bien sûr le sport, mais aussi la concurrence commerciale, aussi les examens, les concours, etc. L'aléa, ces formes, ce sont les loteries, les casinos, les paris mutuels, etc., ou la spéculation boursière. Mais, disait-il, il y a encore 2 formes de jeu plus traditionnelles, ce qu'il appelle le simulacre, la mimicrie. Et les formes de jeu auxquelles correspond cette idée de simulacre, c'est les spectacles, le carnaval, le théâtre, le cinéma. C'est les jeux qui consistent à, en quelque sorte, une reconstruction de la réalité, voire des formes de dédoublement de la personnalité. Et la quatrième forme de jeu, disait-il, c'est les jeux qui sont liés à la notion de vertige, l'ilinx. Donc, c'est les jeux qui reposent sur des formes de griserie, sur des formes d'épreuve de ses limites. Alors, il donne comme expérience, chacun est libre de trouver si elles sont bien trouvées ou pas, l'alpinisme, le ski. Allez, quand il disait ça, peut-être le ski n'était pas très populaire. La griserie de la vitesse, et bien sûr, sous ses formes corrompues, disons, c'est les expériences de la drogue. Et cette classification est importante parce qu'elle met, pour Roger Caillois, en avant les 2 grands jeux modernes. C'est les jeux qui relèvent de l'agone et les jeux qui relèvent de l'aléa. Alors, les jeux qui relèvent de l'agone, c'est-à-dire de la compétition, ils ont pour caractéristique qu'ils sont fondés, qu'ils sont définis comme des combats où il y a une forme d'égalité des chances qui est artificiellement créée pour que les protagonistes du jeu puissent être susceptibles, d'un certain point de vue, de l'emporter. D'où l'importance, dit-il, dans le fait que dans la plupart des sports, eh bien, il y ait des définitions très précises des règles. Il y a une forme d'institutionnalisation des conditions du jeu à travers des fédérations professionnelles, des règles selon qu'on pèse 100 kg, 50 kg, 60 kg. À chaque fois, on cherche à définir des conditions qui définissent une égalité des chances.
D'ailleurs, Caillois insiste sur un phénomène qui est très important, c'est la place qu'ont eu dans le développement des jeux modernes la mise en place des handicaps, qui ont un peu disparu dans les jeux actuels, mais quand les jeux sportifs sont devenus, je vais y revenir tout à l'heure rapidement, quand les jeux sportifs sont devenus une façon d'affirmer une compétition dans le cadre de l'égalité des chances, il y a eu très souvent des compétitions qui étaient liées à des formes de handicap. C'est-à-dire que celui qui est considéré comme plus fort, il part avec 20 mètres de retard dans une course. Ou bien on lui met un poids supplémentaire dans les mains. Disons qu'on corrige sa supériorité par le fait que l'on lui fait porter un élément infériorisant. Et dans son histoire du handicap, il y a quelque chose de très intéressant qu'il montre, c'est justement comment le début des grands jeux sportifs a été très lié à une réflexion sur le handicap. Donc l'agone représente une forme exemplaire de classement et de répartition des gains sur la base d'une forme d'égalité des chances. C'est la même chose pour l'aléa. L'aléa permet à chacun d'estimer que ses chances sont les mêmes, mais l'artisan de la victoire, ce n'est pas soi-même, évidemment, c'est le destin. Mais que dans les deux cas, qu'on l'on soit le joueur actif ou le joueur actif de l'agone ou le joueur passif de l'aléa, il y a le sentiment d'une égalité des chances qui existe, qui peut favoriser chacun. Et la réflexion de Caillois est de montrer comment les sociétés modernes lient de plus en plus les deux mécanismes de l'agone et de l'aléa. Et ne serait-ce qu'en termes de techniques sportives. Il montre bien, par exemple, comment se lie le développement des jeux, c'est-à-dire des paris, au développement sportif. C'est-à-dire comment dans le sport est l'agone typique, mais comment on lie au sport des formes de mise en œuvre, en quelque sorte, de l'aléa. On peut dire que l'aléa et l'agone, de cette façon, sont à la fois contradictoires, mais solidaires, et qu'ils sont, d'une façon ou d'une autre, toujours liés de façon essentielle. Alors, ces rapports de l'agone et de l'aléa, il y a effectivement à la fois une forme sociale et un milieu social qui les expriment de la façon la plus frappante. La forme sociale, c'est justement le sport dont je viens de dire quelques mots. Et le milieu social, c'est le monde artistique. Ce sont les deux mondes qui vont mêler de la façon la plus forte ces deux idées de l'agone et de l'aléa. Le monde du sport, cela veut dire qu'on peut faire trois types d'histoires différentes des compétitions sportives. En rappelant d'abord que même s'il y a toujours ce lien qui est fait aux compétitions sportives de l'Antiquité ou un certain nombre de tournois, mais on peut dire que le monde du sport est un monde qui est un monde relativement récent. Le monde du sport est un monde qui n'a pas le monde du sport et de la compétition sportive, avec la place qu'on lui connaît, c'est un monde qui a moins d'un siècle. Et les historiens ont fait trois types d'histoires du sport. Il y a une histoire du sport comme, je dirais, une sorte de mécanisme de la civilisation des mœurs, dans la poursuite de Norbert Elias. Il y a tout un ensemble de travaux qui montrent comment la sociogenèse du phénomène sportif renvoie à ces formes de civilisation des mœurs et de contrôle, en quelque sorte, à la fois des émotions et des conflits. Il y a une deuxième histoire, d'ailleurs, qui a été très développée par un certain nombre de disciples de Michel Foucault, qui font une histoire du sport comme une histoire des disciplines du corps. Et donc vous avez dans cette histoire du sport comme histoire des disciplines du corps, vous avez à la fois, par exemple, un des livres clés, c'est ce livre de Vigarello, Le corps redressé. Son histoire d'un pouvoir pédagogique est une histoire justement
du sport et du rapport au corps comme une histoire de la discipline. Vous avez aussi le premier livre d'Alain Ehrenberg, Le corps militaire, politique et pédagogie, qui est tout à fait dans ce sens-là. Mais bien sûr, il y a une troisième lecture que l'on peut faire du sport, c'est de le penser dans son rapport à l'avènement de la société démocratique. C'est le sport à la fois comme illustration, métaphore, si je puis dire, de cette idée d'un affrontement réglé, favorisant une recherche d'excellence et d'objectivation dans l'affrontement. Objectivation qui présuppose que l'affrontement ou la compétition sportive se lie à un univers extrêmement organisé par des règles et des institutions. La compétition sportive n'existe pas sans des règles et des institutions très fortes. Et on fera tout à l'heure le rapport justement entre l'idée de marché et l'idée de ce règles et d'institutions. Mais également par le fait que dans cette vision-là, on peut dire que le sport se lie à l'idée de ce que Coubertin appelait une concurrence salutaire, une sorte d'apprentissage d'un nouveau rapport à la vie, celui du struggle for life, l'apprentissage d'une vie dans laquelle le phénomène de la compétition et de la concurrence prend une importance grandissante. Et effectivement, on peut dire que le développement du sport, dans toutes ses dimensions, a été très nettement indexé sur cette vision, une conception du rapport social organisée par ces modalités compétitives et concurrentielles. Et que ce sport, c'est toujours lié de plus en plus à ces modalités de la compétition considérée comme, en quelque sorte, la vérité du rapport social. La compétition comme vérité du lien humain exprimant une forme radicale d'égalité. Une forme radicale d'égalité et de valorisation de soi en même temps. Ce que montrent beaucoup de travaux sur le sport, et en tout cas l'idéologie du sport, c'est à quel point on a insisté sur le fait que le propre de la compétition sportive était de ne pas mettre en place un rapport d'humiliation entre le gagnant et le perdant, mais comment le propre de la compétition sportive est au contraire d'obliger à la mise en place d'un sentiment de reconnaissance mutuelle. Il y a eu énormément de discours de ministres, de présidents de la République, etc., sous la Troisième République à propos des preuves sportives. Et les livres qui en parlent sont pleins de citations en tout genre sur cela. Mais typiquement, un discours dit « Je vous salue car il n'y a pas de vainqueur et pas de vaincu. Il n'y a que ceux qui ont participé. » C'est les phrases fameuses de Coubertin. Et c'est le fait aussi que l'on reconnaisse que même celui qui a perdu a été marqué par son courage, par sa persévérance, par ses qualités. Et d'un certain point de vue, il y a besoin de valoriser le perdant pour consacrer le gagnant. Un gagnant dans une compétition sportive ne se valorise en effet que s'il a eu un adversaire valeureux. Et aussi, il n'est un vrai gagnant que si sa victoire est comprise par l'autre. Donc il faut qu'il y ait un double processus de reconnaissance. L'accès à la supériorité dans le jeu implique ce qu'on pourrait appeler une participation compréhensive du perdant à la supériorité du gagnant. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été développé dans un autre livre d'Ehrenberg que je mentionnais, c'est son ouvrage sur le culte de la performance. Donc le milieu du sport est archétypique, justement, de ce milieu qui va lier ces formes d'agone et d'aléa
puisque la parfaite égalisation des chances tend à faire se superposer les deux. Même si c'est l'idée de compétition qui est très forte, il faut en même temps qu'il y ait l'idée d'un aléa qui existe. Donc ça, c'est je dirais, la forme exemplaire de ce rapport. Il y a ensuite le milieu exemplaire. Le milieu exemplaire, c'est celui des artistes. Car les artistes se caractérisent, on l'a dit, par leur régime de singularité. Et on ne peut pas être artiste si on ne se définit pas par une forme de singularité. C'est même l'être artiste est indissociable de cette forme de singularité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, au XIXe siècle, l'artiste se définit dans sa dissociation de la foule, de la masse. La masse, c'est l'indistinction, et l'artiste, justement, c'est celui qui est différent de cette indistinction. Donc la singularité, elle est en quelque sorte à la fois historiquement et intrinsèquement liée à cette vision de ce qu'est l'artiste. Et les grands artistes du XIXe siècle sont ceux qui ont justement voulu à la fois, enfin c'est une formule qui est employée à propos de Victor Hugo, il a voulu être à la fois la personne qui incarnait la singularité radicale du génie et la capacité démocratique d'être l'écho du peuple tout entier. Donc on peut dire que le grand artiste, c'est celui qui est la singularité absolue, mais qui a le public total. Et avoir le public total, c'est évidemment être l'écho de la société. Et être le génie, c'est celui qui est l'unique. Et cette vision, je dirais, du rôle de l'artiste, qui a été un grand topos du XIXe siècle, reste évidemment toujours centrale. Reste toujours centrale, mais avec un phénomène massif. C'est que déjà au XIXe siècle, certains s'inquiétaient de la multiplication du nombre d'artistes. Il y a toute une histoire quantitative du nombre de personnes, des tableaux que l'on veut envoyer au salon, des personnes qui veulent exposer, par exemple. Il y a une montée en flèche. Et aujourd'hui, chacun sait, toute personne travaillant dans l'édition sait qu'un Français sur deux a un manuscrit sous le coude. Il y en avait tout de même un peu moins au XIXe siècle. Et indépendamment donc de ce rapport exemplaire à la singularité, il y a un rapport exemplaire à l'inégalité. C'est que le monde artiste est le monde des inégalités spectaculaires. Je renvoie sur ce point au livre remarquable « Il viendra nous parler », et nous parler de cela en particulier, de Pierre-Michel Minguer, Le travail créateur. Mais en même temps que quand on regarde les statistiques sur la répartition du revenu des professions artistiques, on a le milieu qui est le plus dans lequel les inégalités sont les plus fortes. C'est-à-dire qu'à la fois les revenus parmi les plus élevés, je dirais, dans une société, et en même temps les revenus les plus bas. Et pourtant, il y a, c'est l'expression qu'emploie Minguer, une manufacture des inégalités légitimables. C'est en même temps, effectivement, le milieu dans lequel les inégalités sont les mieux acceptées, à l'intérieur même du milieu. Alors elles sont acceptées parce qu'il y a des formes des mécanismes de légitimation et d'intériorisation particuliers de ces inégalités. La concurrence par l'originalité permet d'abord, en quelque sorte, d'éliminer l'idée même de concurrence. Parce que si vous êtes un auteur qui vend un livre à 100 exemplaires, vous pouvez mépriser puissamment des auteurs que je ne citerai pas qui en vendent des millions, en trouvant qu'il en vend peut-être des millions, mais qu'il est nul. Alors que vous en vendez 100, mais vous êtes vraiment très bon. Et à la limite, des artistes, c'est le cas notamment de peintres, des artistes peuvent exister en étant reconnus que par une seule personne. Et il y a des cas presque historiques. On peut dire aussi qu'il y a une raison de temporalité qui fait qu'on peut intérioriser l'inégalité. C'est que l'inégalité n'est jamais considérée instantanément, mais dans le temps. Si l'on échoue en tant qu'acteur ou en tant que peintre ou en tant que romancier,
on peut se consoler en pensant que des grands génies ont une reconnaissance tardive, et même une reconnaissance après leur mort. Et ce sont des cas fréquents et connus. Et puis il y a aussi des systèmes psychologiques de défense et d'extériorisation de l'échec. Dans son livre sur le chômage, et entre parenthèses, on sait bien que les catégories les plus précarisées, c'est parmi les gens artistes, entre guillemets, qu'il y a les catégories les plus précarisées. Dans son livre sur le chômage, Dominique Schnapper avait bien montré comment l'idéologie de la liberté créatrice offrait énormément de ressources de justification et d'auto-justification pour supporter, disons, une vie qui pouvait être matériellement plus que médiocre, voire même extrêmement précaire et limitée. Donc il y a là, en quelque sorte, des ressources contre le désenchantement ou des ressources contre le ressentiment qui sont extrêmement puissantes. Du fait aussi qu'être artiste, ça peut être avoir le sentiment d'appartenir à une aristocratie. C'est un point qui était très souvent soulevé au XIXe siècle, c'est que le reconnu et le peu reconnu, ils ont en commun d'être artistes et d'avoir en quelque sorte, ça n'est pas un statut juridique, mais c'est une forme culturelle qui permet de les constituer en participant d'un monde particulier, d'un monde qui a sa forme aristocratique. Et enfin, ce monde artistique permet de légitimer ou d'intérioriser ces inégalités, car il prouve ou il met en scène que le succès est foncièrement incertain et qu'il peut être lié à la chance. Et donc, le succès peut dépendre du mérite, mais il peut dépendre aussi beaucoup de la chance. Et il mélange à la fois les qualités d'investissement personnel et des formes de loterie. Et que ces formes de loterie apparaissent extrêmement fortes dans un certain nombre de cas. On peut donc dire que le sport et le monde artiste constituent deux figures limites et deux exemples extrêmement polarisés de ce que sont les formes de compétition. Et qu'il va y avoir deux modèles, deux grands modèles qui vont être des modèles très différenciés et des modèles radicaux, si je puis dire, pour essayer de donner sens à ce double univers. Une première forme qui va consister à normaliser et à banaliser l'idée même de compétition, et en transformant l'idée de compétition en forme sociale généralisée. C'est donc là une approche par le mécanisme. Cette approche par le mécanisme, elle va définir ce que j'appelle une société de concurrence généralisée. Mais il y a aussi une autre modalité, non plus par le mécanisme, mais par le sujet. On peut dire que la concurrence est vue comme le mécanisme exemplaire de l'égalité des chances. Mais il y a une autre approche exemplaire de cette égalité des chances, c'est de l'approcher non plus par le mécanisme, mais par le sujet. Faire en sorte, à l'inverse de ce qu'on voit en partie dans le monde du sport ou le monde artiste, qu'il y ait la constitution d'un anti-hasard qui fait que le monde social puisse être constitué d'individus radicalement débarrassés de leurs conditionnements sociaux. Et cette figure, ça va être celle de l'égalité radicale des chances. Donc, entre la société de concurrence généralisée et l'égalité générale des chances, on va voir les deux figures totalement opposées, mais peut-être on va le voir pas tant que ça, qui permettent d'incarner les deux modèles qui se pensent comme des formes de résolution du lien de la singularité à l'égalité.
et je les décrirai rapidement tout à l'heure, et en suggérant pourquoi, évidemment, il y a un troisième modèle que l'on peut envisager.